En vérité, j'ai pas tant lu que ça cet été, c'est un peu la honte. Disons que j'ai profité de mes vacances à fond. Pour cette bête lecture, la boisson qui va m'accompagner, c'est un test. Voilà, faut que je déballe, c'est une fleur de thé. C'est Persoline qui m'a fait découvrir ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vous montre ça tout de suite. Bon, c'est un test. Je vais essayer de pas me louper parce que j'en ai qu'une. Mais en tout cas, ça sent bon. On va voir ce que ça donne. Donc, je suis censée la mettre dans l'eau chaude. Et je pense qu'elle va éclore en fait. Enfin, s'ouvrir. Est-ce que j'étais censée mettre l'eau après ? Mais oui, Nina, je crois que c'était ça. Ah, attendez. Je sais pas si vous voyez bien du coup, mais si elle est en train de s'ouvrir en fait. Bon, je vais essayer de verser ça dans mon mug Van Gogh et on va voir ce que ça donne. Verdict dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Je m'appelle Nina, je suis lectrice et autrice de l'imaginaire et je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Un update lecture de mes vacances. Je vais vous présenter ce que j'ai lu, enfin une grande partie de ce que j'ai lu pendant mes vacances. Et vous allez voir, franchement, j'ai beaucoup profité, mais j'ai pas beaucoup lu. Je vous présente ça tout de suite. Mais avant, petit point rencontre, quelque chose que je n'avais pas fait encore parce que les salons auxquels j'ai participé étaient déjà passés quand j'enregistrais les vidéos, mais là on arrive donc la saison automnale, les salons d'automne de fin d'année, et je participe à 2 salons au mois d'octobre, donc je me permets d'en parler dès maintenant. Si jamais certains d'entre vous aimeraient me rencontrer pour discuter, je serais ravie de rencontrer les gens qui sont de l'autre côté de la caméra. Vous pouvez me retrouver donc le samedi 4 octobre, le premier samedi d'octobre, je vous mets toutes les dates ici précises, aux Aliénales à côté de Lille. Donc je serai sur le stand du Chat Noir, des éditions du Chat Noir, pour dédicacer mes novellas qui sont chez eux, mais surtout pour dédicacer l'anthologie La Saison des Enchantements, qui sera entre vos mains donc à ce moment-là, un magnifique objet livre, un recueil de 10 nouvelles cosy et automnales, et je signe donc la dernière nouvelle Pétrichor. Donc je serais ravie de vous rencontrer aux Aliénales, sachant que c'est le dernier salon que je fais avec les éditions du Chat Noir, donc je vais être très émue je pense. Et la semaine d'après, le samedi d'après, le samedi 11 octobre normalement, je serai cette fois, donc non pas au nord de la France avec les Aliénales, mais à l'ouest de la France plutôt, du côté de la Loire, puisque je serai à Grim-Loire pour sa 2e édition je crois, à Azay-le-Rideau, là où il y a un magnifique château, et je serai cette fois sur le stand de Magic More Édition. Pareil, ça sera le dernier salon de Magic Mirror Édition et également moi, le dernier salon que je fais avec eux. Je vous avoue que là, 2 salons à la suite et c'est les 2 derniers que je partage avec cette équipe super, ces auteurs, ces autrices géniaux. Enchaîner, je vais être fatiguée, mais je vais surtout être très émotive, je pense. Et donc sur le stand de Magic Mirror Édition, vous pourrez trouver bien tous mes romans chez Magic Mirror.
Pour certains, ça sera peut-être la dernière occasion de vous les procurer avant que la maison d'édition ferme. Peut-être que j'arriverai à en recaser certains, mais voilà, n'hésitez pas, si vous êtes plutôt de l'ouest de la France, je sais que moi, vu que je suis de l'est, je fais très peu de salons dans l'ouest, j'ai pas trop le temps, c'est loin pour moi. Là, je vais faire un retour sur le week-end, je vais être épuisée le lundi, parce que je commence à 8h, mais ça va en valoir la peine, je pense. parce que c'est Magic Mirror et c'est le dernier salon, donc je pouvais pas louper ça, et je pouvais pas... rater cette occasion de revoir toutes les filles de Magic Mirror qui sont des personnes formidables. Donc voilà, notez tout dans vos agendas et on enchaîne maintenant avec l'update lecture. Et je vais commencer tout de suite avec des lectures graphiques. J'en fais pas tant que ça, même si j'ai une jolie collection d'ouvrages graphiques. Mais là, pour l'été, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de se poser et d'admirer de superbes images. Notamment avec ce premier titre donc, qui s'appelle Adieu mon royaume de Marcel Chorigian, j'espère que je le prononce bien. C'est aux éditions 6 pieds sous terre que je ne connaissais pas. Et c'est mon amie donc Perceline de la chaîne Barocco Podcast, vous commencez à la connaître vu qu'elle a déjà été invitée plusieurs fois sur plusieurs vidéos ici. Et donc c'est donc Perceline qui m'a recommandé cet ouvrage. Moi je l'avais déjà vu passer parce que Adieu mon royaume, je trouvais le titre très poétique. Alors de quoi ça parle Adieu mon royaume? On va suivre donc 8 personnages différents, 8 personnages qu'on peut voir ici déjà. Il y a la vagabonde, la créatrice, la bête, le fanatique, l'élève, le fou, la sorcière et le roi. Et en fait donc c'est 8 scénettes, 8 histoires en fait qui vont suivre ces personnages à la suite. Alors il y a un peu comme un code couleur pour chaque personnage. Donc ici on va être plus sur un rose un peu ocre. Pour la créatrice on va tomber plus sur l'orangé. La sorcière on va être sur un bleu indigo. Etc. etc. Elles sont plus ou moins longues ces histoires et au premier abord elles n'ont aucun rapport, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'à la fin elles vont se rejoindre d'une certaine façon et j'ai beaucoup aimé la façon dont elles se rejoignaient. Je vais pas vous décrire chacune des histoires, c'est un peu comme des nouvelles à la suite, mais j'ai beaucoup aimé chacune d'entre elles. Elles sont très poétiques pour certaines, mystérieuses, mélancoliques. Ça revisite certains mythes, comme par exemple le mythe de Pygmalion pour la créatrice qui va sculpter un homme en terre, en argile. Voilà, j'aime beaucoup. C'est difficile d'en parler, c'est vraiment une lecture qui m'a transportée sur le coup. Quand j'ai refermé le livre, j'ai dit « Ah, est-ce que j'ai tout compris ?» Je ne pense pas avoir tout compris, mais c'est le genre de lecture qui va rester en vous, qui va infuser, et je dis pas ça parce que je suis fan de thé. J'ai beaucoup aimé Adieu mon royaume. Il y avait par exemple aussi la figure du fou, du comédien, du fou, qui est aussi très mélancolique, où on va suivre donc en fait, donc voilà, couleur jaune, un jeune garçon en fait qui faisait partie d'une troupe de comédiens en blanc et qui un jour en fait cette troupe va faire une représentation à la cour du roi et le roi va s'amouracher en fait de ce jeune garçon, ce comédien. Et en fait, la troupe va l'abandonner, va même le vendre pour qu'il reste dans ce royaume et qu'il devienne le fou du roi. Donc voilà, on va l'affubler d'un déguisement. Et on va voir comment il ressent ça, cet abandon, être forcé à incarner à jamais le personnage d'un fou. Donc ne plus être soi-même, le bon vouloir du roi. Un roi qui a possession de lui, en fait, littéralement. Donc on a à côté vraiment la représentation du mal-être. Voilà, il se met à cracher un oiseau mort. Moi la figure des fous de rois, les bouffons de la couronne, etc. ça me fascine. Donc un jour je ferai une vidéo. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois je crois. Et ça me prendra beaucoup de recherche, mais un jour je ferai une vidéo sur la question. Voilà, et puis un jour apparaît une autre comédienne qui risque de prendre la place du fou. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour lui d'être remplacé? J'ai beaucoup aimé Adieu mon royaume, voilà, à la fin
les 8 histoires se rattachent d'une façon et la boucle se boucle et bouclée, vous voyez ce que je veux dire? Une jolie découverte, un peu poétique, un peu baroque, donc merci Perceline pour Adieu mon royaume. Je vais rester sur des lectures graphiques plus récentes, puisque dès que je suis revenue de Bavière fin août, j'ai voulu me plonger dedans, donc je les ai empruntées à mon oncle qui a beaucoup de bandes dessinées chez lui, dont celle-ci, je savais qu'il les avait. C'est donc le Château des Étoiles. Et donc là, j'ai les 2 premiers volumes. Alors en fait, c'est une saga, une uchronie steampunk qui se passe en plusieurs époques. Et donc la première époque est en 2 tomes. Donc 1869, la conquête de l'espace, volume 1 et volume 2. Et pourquoi j'ai voulu à tout prix lire ça à ce moment-là? Tout simplement parce que là, il y a un personnage qu'on voit là, qu'on voit également ici, hop, qui est un personnage historique que j'aime beaucoup. Je suis partie en pèlerinage sur cette race en Bavière. Il s'agit de Louis II de Bavière, Ludwig. Et en fait, le Château des Étoiles, c'est une chronique qui mêle la fiction à la réalité historique, puisque Louis II de Bavière est l'un des personnages au cœur de ces 2 premiers tomes. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, ça commence dans le nord de la France en 1869. Un jeune garçon, donc notre héros, il est encore jeune, hein, il doit avoir 13-14 ans, il s'appelle Séraphin. C'est le fils d'un inventeur et d'une chercheuse scientifique. Donc sa mère, son obsession, c'était de découvrir l'éther. L'éther, ça serait un gaz, une matière qui serait très haut dans l'atmosphère, à la frontière entre l'atmosphère et l'espace. Et en fait, une fois qu'on pénètre dans cet éther-là, on pénètre dans un autre monde qui nous permet en quelque sorte de voyager dans l'espace. Encore une fois, il y a le côté vraiment steampunk et science-fiction dans le passé, d'où le côté Jules Verne de la conquête de la Lune, de la Terre à la Lune de Jules Verne, ce genre de choses. Il y a aussi un côté un peu, comment dire, 20 milieux sous les mers, même là si c'est dans l'espace, ou alors voyage au centre de la Terre, sauf qu'on va pas découvrir ce qu'il y a au centre de la Terre, mais ce qu'il y a dans l'espace, des planètes, on va avoir une vision de la Lune et de Mars qui vont être très rétro-futuristes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout une réalité scientifique, vous imaginez bien. Bref, Séraphin, en fait, il a perdu sa mère quand il était petit parce qu'elle a voulu faire un test pour découvrir les terres, elle est montée trop haut. Et vu comme ça, sa montgolfière, son vaisseau aurait explosé. Et sauf que des années d'après, Séraphin et son père reçoivent une lettre mystérieuse venant de Bavière. Et un mystérieux inconnu qui les invite à venir au Rocher du Cygne en Bavière à une date très précise parce qu'il a retrouvé en fait le carnet de bord, le carnet de recherche de la mère de Séraphin et il aimerait bien en fait les rencontrer. Donc on comprend très vite que le Rocher du Cygne c'est le nom donné à un très célèbre château que j'ai visité cet été, le Neuschwanstein. Et en fait, l'inconnu qui a retrouvé le carnet, c'est donc Louis II de Bavière. Louis II de Bavière qui, on sait, est passionné par tout ce qui va être la musique de Wagner, les mythes germaniques comme le Nibelungen, Tristan et Isolde, ce genre de choses. Et un des surnoms qu'on a donné a posteriori, je crois, à Ludwig, c'est le roi Lune. Et donc lui, en fait, dans cette version de l'histoire, quand il va découvrir les recherches sur les terres, il va développer cette idée obsessionnelle à la façon dont il avait de faire construire ses châteaux de contes de fées. Bah là, il va avoir cette obsession de percer le mystère de l'éther lui aussi et de s'élever littéralement dans les étoiles. Et donc Séraphin et son père vont aller à la rencontre de Louis II de Bavière qui utilise tout son argent pour construire une sorte d'aéronef en forme de cygne pour monter en fait dans les terres et monter dans les étoiles. Première étape, la Lune. Mais on est en 1869, donc c'est un an avant la bataille de Verdun où Napoléon III a perdu contre la Prusse. La Prusse qui est représentée par Bismarck. Et en fait Bismarck c'est un peu l'antagoniste aussi qu'on a de cette première époque. Puisque la Bavière est quand même sous le contrôle de la Prusse à ce moment-là, même Louis II est encore roi, mais il n'a plus les pleins pouvoirs.
Et donc il va y avoir une sorte de bataille entre Louis et Ludwig et Bismarck, qui sera le premier à conquérir les terres, parce que qui va conquérir les terres? Bah, c'est la personne qui va conquérir l'espace ensuite. Donc les différentes puissances européennes vont se battre pour l'espace. C'est un peu ce qui s'est passé à l'échelle mondiale quand il y a eu la conquête de la Lune au XXe siècle. Qui dit personnage historique dit aussi donc Sissi, Elisabeth d'Autriche, qui est donc la cousine de Louis II de Bavière. Et donc là, elle apparaît. Alors, il faut savoir que je trouve que ces versions-là de Ludwig et de Sissi, elles ressemblent, elles sont fortement inspirées, je pense, de celles du film de Visconti, Ludwig ou le crépuscule des dieux, qui est un film que j'adore, qui m'a inspiré pour un de mes romans. Je vais pas vous refaire tout le topo, je vous en ai déjà parlé dans le vlog sur la Bavière, mais je trouve que dans l'incarnation et dans les designs des personnages, pour moi, Louis II de Bavière, je vais vous montrer, il a un côté très Helmut Berger, qui est l'acteur qui l'incarne, et Sissi, Elisabeth, physiquement, je trouve qu'elle ressemble plus à Romy Schneider dans son incarnation qu'aux photos qu'on a de la véritable Elisabeth. Je trouve. C'est pas un défaut pour moi, mais il faut... Voilà, il y a ce côté-là, et même dans leur relation, ça m'évoque beaucoup la relation très fusionnelle, très complice, mais aussi très mélancolique qu'il y a entre Sissi et Ludwig dans le film de Visconti, où Sissi va être un peu plus la voix de la raison qui va essayer de le ramener sur Terre, et là c'est littéralement au sens propre, elle essaye de le ramener sur Terre. Donc voilà, et ce que j'aime beaucoup, alors maintenant que j'ai lu cette BD après ma visite du Neuschwanstein, bah, j'étais super contente de reconnaître les lieux où je suis allée. Donc là, dans cette version-là, qui me fait d'ailleurs, il y a des personnages qui font penser un peu à des personnages de Ghibli. Ça pourrait être un peu château dans le ciel, vous voyez, ce genre de choses. Là, en fait, l'observatoire, là, ils vont fabriquer leur aéronef. Il est placé juste au pont. Le Marienbrücke, là, celui qui fait 92 mètres de haut, on a monté dessus, on a fait la queue pour monter dessus, et il faut pas avoir le vertige, voilà. C'est cette vue magnifique, là. C'est la vue qu'on a vraiment vue, nous, là-bas, avec le lac et les montagnes. Là, on a la salle du trône magnifique. Alors, vous avez un petit aperçu de l'intérieur, puisque les photos sont interdites quand on visite, donc j'ai pas pu vous montrer dans le blog. Mais là, j'étais émue de revoir un peu tout ça. Il y a même une référence à la table de Ludwig, parce qu'il voulait pas avoir de domestique. Donc en fait, aux cuisines, on montait le repas sur la table, et avec un mécanisme, une poulie, la table montée par une trappe en haut. Et il y a ça, là. Il a fait ses petites recherches. Là, voilà, le fameux pont sur lequel on est allé. Et donc là, ils inventent un observatoire juste en haut. Voilà, et on voit bien le château sous différents angles. Moi j'aime beaucoup, il y a une référence voilà, à la salle des chanteurs, qui est une salle magnifique, avec un plafond magnifique, et dans cette version-là, eh ben, elle est tellement grande que c'est là où il y a les prototypes des aéronefs qui font. Et on a même Christian Jank, si on le dit à l'allemande, architecte royal, donc si je dis pas de bêtises, c'est lui, l'architecte en fait des châteaux de Ludwig, qui est là, et donc là il travaille sur cet aéronef en forme de cygne. Voilà, voilà, c'est le côté, voilà, ça se passe en Bavière, automatiquement fallait que je lise. Si vous aimez bien Jules Verne, l'esprit un peu Ghibli, les bandes dessinées, voilà, je vous conseille cette série française. Alors, je vais goûter mon fameux thé avec ma fleur de thé. Qu'est-ce que ça donne? Suspense. Ouais, c'est un goût de thé vert, quoi. Avec un petit goût un peu comme de l'amande, je trouve. Je valide. Je reprendrai, personnellement. Alors ensuite, on va passer à des romans. Et je vais vous en présenter deux à la fois. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu une lecture en VO, il s'agit donc de Ariane de Jennifer Saint. De Jennifer Saint, j'avais lu
Electra, donc Electre en français. Les deux ont été traduits, je crois, chez De Saxus de mémoire. C'est dans la mouvance des réécritures mythologiques, mouvance qui a été engendrée par Madeline Miller avec son Circé par exemple. Donc des réécritures mythologiques qui se concentrent sur des personnages féminins. Donc elle a fait Electre, Ariane, elle a fait aussi un sur Atalante et un sur Hera qui vient de sortir. Mais il n'y a pas qu'elle, il y en a plein, vous les avez sans doute vu passer. Et comme j'avais lu Electre, que j'avais ma foi bien aimé, en plus ça suivait à la fois Electre, Clytemnestre, la mère pardon d'Electre qui va tuer son mari, donc le père d'Electre. Et on en comprend pourquoi, et on comprend pourquoi Electre se venger, et on suit également Cassandre, la princesse troyenne qui a été maudite par Apollon, qui elle se retrouve dans cette guerre, ces querelles familiales, et j'avais beaucoup aimé comment elle reliait les trois histoires. Et là, c'est donc attaqué Ariane, et il faut savoir qu'Ariane, je pense que c'est une de mes héroïnes grecques, de la mythologie grecque préférée. Une héroïne crétoise, pour être précise. Pourquoi? Parce que j'ai découvert son histoire quand j'étais en CM2, 6e, avec donc Ariane contre le Minotaure de Marie-Odile Hartmann. Si vous avez été au collège, vous l'avez peut-être étudié. Enfin moi je sais que dans mon collège les 6e l'étudient. Ma mère qui est professeure de français le fait étudier à certains de ses élèves. Moi-même je l'ai étudié, moi je l'ai découvert je pense quand j'étais en primaire parce que j'ai dû le piquer dans la bibliothèque de ma mère, mais j'ai dû l'étudier aussi en français, enfin voilà. Mais je sais que ça m'avait marqué et à quel point je me souvenais de passages vraiment exactement, de tournures de phrases, de scènes vraiment qui étaient restées en moi telles quelles. Et je l'ai relu à la suite d'Ariane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Ariane, ça partait bien, mais je suis un petit peu mitigée quand même. Ce que je trouvais intéressant dans Ariane déjà, c'est que il y a les deux personnages, encore une fois, il y a Ariane, mais aussi sa sœur Phèdre, qui est très connue, Phèdre, personnage très intéressant. Et donc, c'est divisé en 3 parties. Et la première partie, qui n'est pas la plus longue, loin de là, la première partie, c'est ça, sur ça, vous voyez. Donc, cette première partie, c'est elle qui va suivre toute la partie avec le Minotaure, qui est la partie la plus connue du mythe d'Ariane. Voilà, Ariane, princesse crétoise. Son père Minos a enfermé un monstre, le Minotaure, dans un labyrinthe conçu par Dédale. Monstre qui en fait est le demi-frère d'Ariane. Alors, c'est dû à des circonstances horribles, c'est abordé dans le texte. La relation conflictuelle que Ariane a avec ce demi-frère monstrueux est abordée, aussi le personnage de Pasiphae, la mère d'Ariane qui a engendré ce monstre, dans pas de sous plein gré, vous imaginez bien. Ça c'est abordé, mais c'est voilà, c'est la partie la plus connue, et je suis contente qu'en fait que ça prenne pas l'ensemble du roman, et qu'à la fin, eh bien, il reste tout ça pour aborder le reste du mythe d'Ariane, qui est beaucoup moins connu à mon goût, mais tout aussi intéressant. Spoiler pour le mythe de Thésée et Ariane, spoiler de plusieurs milliers d'années. Donc, Ariane va donc trahir sa famille, son père, par amour pour Thésée, et elle va s'enfuir avec lui. Ils font halte sur l'île de Naxos, et là, Thésée va l'abandonner, il va partir sans elle, retourner à Athènes. Il y a différentes interprétations de cet abandon. Des fois, il y en a qui disent que Thésée n'a pas fait exprès, des fois, il dit ça à contre-cœur, des fois, c'est vraiment voulu et il l'a jamais aimé, voilà. Là, ça fait le choix de faire de Thésée quelqu'un de beaucoup plus sombre, en tant que personnage masculin, voilà. Un choix que Marie-Odile Hartmann explique autrement, mais aussi c'est de la jeunesse, donc c'est normal. Mais voilà, et à partir de ce moment-là, partie 2, Ariane qui est abandonnée sur l'île de Naxos, à ce moment-là il l'abandonne sans vivre, etc., au milieu de nulle part. Soit elle est retrouvée par les hommes de son père et elle est tuée pour trahison, soit personne ne la retrouve et elle meurt de faim ou de soif. Voilà. Donc, sympa. Et donc dans le mythe,
il y a différentes variantes de ce mythe, mais dans la version la plus connue, Dionysos en fait va la recueillir, puisque c'est un Naxos, c'est un ancien lieu de culte de Dionysos, donc il va retourner là. Et dans la version la plus connue, il tombe amoureux d'elle et il fait d'elle sa femme. Dans certaines versions, il va la rendre immortelle, dans d'autres non. Elle va rester mortelle et veiller à ses côtés. À partir de ce moment-là, je vais rentrer vraiment dans la partie spoiler. Donc je vais quand même mettre un timecode, je pense, si vous voulez pas du tout être spoilé sur le Ariane de Jennifer Sainte, mais je vais évoquer en fait quelle variante du mythe elle a choisi pour son interprétation du mythe d'Ariane. Dans cette version-là, donc Ariane va rester mortelle, elle va vieillir à ses côtés, et donc ce qui veut dire qu'elle meurt à la fin. Et donc on a le côté avec Dionysos qui la couronne qu'il lui avait offert pour son mariage, il la lance dans les étoiles et ça devient une étoile, une constellation, et elle est immortalisée d'une certaine façon, comme beaucoup d'amants mortels des dieux et des déesses. Elle fait le choix en fait, Jennifer Sainte, à partir du moment où Ariane rencontre Dionysos, de faire d'elle un personnage assez passif. Elle était déjà au début de l'histoire, mais en même temps c'est une jeune adolescente, voilà. Elle prend une grosse décision, c'est de trahir son père pour venir en aide à Thésée. Et après, c'est très très passif quoi. Elle reste sur son île. Elle se résout à mourir. Quand Dionysos vient la voir, elle reste quand même très passive dans leur relation. Bon, finalement, ils se mettent ensemble, elle devient l'épouse et la met en foyer, puisqu'elle va lui faire beaucoup d'enfants. Et puis elle va rester sur l'île de Naxos, pendant que lui, il va parcourir le monde et petit à petit, il va gagner en popularité dans son culte, il va revenir avec ses bacchantes, ses adorateurs, donc ses femmes, les bacchantes, les satyres, etc. Et donc c'est vraiment les bacchanales, ces fêtes où tout le monde va s'enivrer. Et Dionysos va gagner de plus en plus ce côté sauvage qui va déplaire à Ariane, mais elle va rester très passive. Au début, Dionysos, c'est vraiment, il est encore jeune, innocent, il a une mère mortelle, hein, c'est mêlé, donc il y a ce côté-là, il est comme les dieux, mais il y a quand même le côté mortel, mais qui va se perdre au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus divin, et de plus en plus violent dans ses cultes. Donc il va avoir une dissonance entre Ariane et Persée. Et Dionysos va aller affronter Persée pour une question d'ego. Et c'est en fait une version très peu connue de la fin d'Ariane, où en fait Ariane va finir sa vie comme un peu dommage collatéral, puisque dans la guerre de Dionysos contre Persée, Persée utilise la tête de Méduse contre elle, et donc Ariane meurt pétrifiée. Je suis un petit peu déçue. Alors, moi j'aime bien, c'est peut-être biaisé, parce que moi j'aime bien le couple qui est formé dans la mythologie entre Dionysos et Ariane, puisque dans la plupart en fait des représentations qu'on a de l'époque, Ariane est représentée comme l'égale de Dionysos. Dans certaines versions, elle est même donc élevée au rang de déesse, et une déesse de bacchanale en fait, une déesse qui va épouser en fait littéralement le culte de son époux, et qui va participer au culte de son époux dans les bacchanales, avec les autres bacchantes. Et moi, du coup, je trouve ça dommage que l'Ariane de cette version-là, elle reste très distante de tout ça, très passive. Il va lui arriver plein de choses et elle va être même... Enfin, oui, voilà, c'est pas elle qui va provoquer les choses, il va lui arriver des choses et elle va assister impuissante à ce qui se passe autour d'elle. Et elle ne comprend pas pendant longtemps, elle passe des années sur Naxos et c'est qu'au bout de 20 ans qu'elle va se dire « Ah, mais qu'est-ce que fait mon époux avec toutes ces satyres, ces bacchantes? Ah, je vais aller observer en douce. Ah, je suis choquée par ce qui se passe. » Non, enfin, après, il y a plusieurs interprétations et c'en est une, et c'est pas la mienne qui vaut, mais moi j'aimais plus l'idée de cette Ariane qui va participer activement d'égal à égal avec Dionysos à ces célébrations. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça, je pense que Ariane aurait été plus active dans ce qui lui arrive. C'est dommage. Après ça permet de faire connaître à un grand public ce côté moins connu de son histoire. Mais voilà, je suis pas forcément fan de la Disney d'Ariane, comment elle est évoquée.
Et j'ai aussi un petit peu de problème avec le personnage de Phèdre. Donc Phèdre, dans cette version-là, c'est la petite sœur d'Ariane, alors que dans cette version-là, c'est la grande sœur d'Ariane. C'est intéressant. Il faut savoir que Phèdre, elle va finir par épouser Thésée. Et donc Thésée, l'homme qui a abandonné Ariane. Là, c'est une autre histoire, hein, c'est évoqué dans l'épilogue. Là, on va voir la destinée, puisque ça se passe sur plusieurs années, de l'adolescent jusqu'à l'âge adulte. On va voir comment Phèdre, en fait, va être donnée en mariage à Thésée pour apaiser les tensions. Et comment, voilà, à ce moment-là, elle ne sait pas que Thésée lui a menti. On lui a dit qu'Ariane avait été tuée par des pirates, etc. Elle ne sait pas encore que Thésée lui ment et qu'il a abandonné sa sœur, la sœur qu'elle aime tant. Voilà. Et donc, c'est connu, le mythe de Phèdre, des années après, une fois qu'elle est adulte, vient à la cour Hippolyte, le fils que Thésée a eu avec Hippolyte, il a le même nom que sa mère, la reine des Amazones, qu'il a eu dans une relation non consentie, puisque il a enlevé la reine des Amazones et il l'a V-I-O-L, vous voyez. Et donc Hippolyte, ce jeune homme, va venir à la cour et donc Phèdre va tomber amoureuse de lui, sachant qu'il y a aussi, à ce moment-là, elle va se rendre compte que Ariane est encore vivante, elle est devenue la femme de Dionysos, mais surtout que du coup que Thésée lui a menti pendant toutes ces années sur le destin d'Ariane. Donc voilà, il y a ce côté-là, ça va la propulser plus du côté d'Hippolyte. Hippolyte qui est ce jeune homme qui est plus proche de son âge et aussi qui a été élevé par des Amazones, qui est voué au culte d'Artémis. Donc le culte d'Artémis, il a juré de rester vierge en fait pour la déesse. Et donc dans le mythe de Phèdre, qui a été notamment immortalisé par Racine, Phèdre tombe amoureuse d'Hippolyte, elle essaye de se donner à lui, il la rejette. Et ayant le cœur brisé, et par chagrin d'amour, et par vengeance, et par aussi cette humiliation d'être rejetée par cet homme, elle va aller voir Thésée, et elle va accuser en fait Hippolyte d'avoir essayé de la... Je sais pas si je dois dire un mot sur YouTube, avec YouTube, je sais pas. Il a essayé de l'agresser, voilà. C'est faux, bien sûr, c'est un mensonge. Thésée rentre dans une colère noire. Il appelle en fait donc son père Poséidon à la rescousse. Il demande à Poséidon de se venger d'Hippolyte. Hippolyte qui, on sait, est innocent. Et en fait, alors qu'il chevauche sur la plage, la mer va venir engloutir et tuer Hippolyte. Donc Hippolyte meurt et Phèdre en fait tellement coupable, elle culpabilise tellement et par l'homme qu'elle aime est mort par sa faute, par son accusation, elle se donne la mort et ça finit comme ça. Et dans cette version-là, Jennifer Sainte, elle a essayé de laver un peu le rôle, d'épurer un peu le rôle de Phèdre. Et je trouve ça dommage qu'on perd un peu de la complexité. Donc encore une fois, vous êtes là, je suis en train de tout spoiler, hein, mais dans cette version-là, en gros, Phèdre se déclare son amour à Hippolyte. Hippolyte la rejette, comme dans le mythe. Et là, en fait, elle est tellement désespérée qu'elle elle se donne la mort. Voilà. Et donc, Thésée trouve son corps. Et en fait, elle a laissé derrière elle un mot où c'est juste écrit Hippolyte. Pourquoi? Hippolyte, c'est juste comme ça. Et Thésée, en trouvant le mot, il déduit que c'est Hippolyte qui l'a agressée et que c'est à cause de ça qu'elle s'est donné la mort. Et du coup, là, il rentre dans une colère folle et il demande à Poséidon de tuer son fils. Est-ce que, vu que dans cette version-là, Thésée est le personnage clairement l'antagoniste de l'histoire, les personnages masculins sont vraiment dépeints, comme Dionysos également, sous un jour plus sombre, alors que les personnages féminins sont montrés comme les véritables héroïnes. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'elle est allée? Mais je trouve que retirer, je pense qu'elle a peut-être, je sais pas, hein, c'est des interprétations, des hypothèses, mais peut-être le fait que Phèdre accuse une fausse accusation de VIOL sur un homme, est-ce qu'elle avait peur que ça passe pas? Pourtant, c'est ça qui fait la complexité du personnage de Phèdre, c'est le fait que par dépit amoureux, elle accuse l'homme qu'elle prétend aimer,
et que ça cause la mort de cet homme qu'elle sait innocent, et c'est la culpabilité et les chagrins d'amour qui vont faire en sorte qu'elle se donne la mort. C'est ça qui rend le personnage de Fed aussi fascinant et complexe et poignant, tragique. Et là, elle se donne la mort par dépit amoureux. Et je trouve que le revirement est assez rapide. Et à aucun moment, sa moralité va être ambiguë, parce que voilà, elle laisse un mot, comme ça, elle laisse juste le mot Hippolyte, et c'est Thésée qui va interpréter tout de suite, penser du mal de son fils, etc. Alors qu'à ce moment-là, il n'a aucune raison de croire du mal de son fils Hippolyte, qu'il adore, qu'il vient de retrouver, et qui sait qu'il a été élevé par les Amazones, et qu'il veut rester vierge pour Artémis. Enfin, je trouve ça dommage. Moi, j'aime bien, peut-être que vous commencez à savoir si vous avez lu aussi ce que j'ai écrit, j'aime bien quand ça va explorer la complexité des personnages, surtout les personnages féminins. J'aime bien les personnages féminins qui sont borderline, justement. On va explorer la noirceur d'un personnage féminin. Et j'ai l'impression que là, dans cette interprétation, qui est tout à fait valide, hein, c'est le choix de l'autrice de réécrire comme ça, mais j'ai l'impression qu'on perd un peu de quelque chose qui m'intéressait chez Fed. Voilà. Donc je trouve ça dommage qu'Ariane et Fed ait été écrite comme ça. Je pense qu'on aurait pu, en faisant un ouvrage dédié à ces deux sœurs, je pense qu'on aurait pu creuser davantage. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc, pour finir, je l'ai relu à la suite. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Alors bien sûr, c'est encore moins développé que dans celui de Jennifer Sand, parce que c'est un roman jeunesse qui fait ça. Mais j'ai beaucoup aimé, et franchement, c'est pas mal pour faire découvrir la mythologie au collège. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a plein de choses que j'avais intégrées du mythe qui sont inventées en fait de ça. Le côté ce labyrinthe qui va se mouvoir, Thésée qui a une épée qui brille, qui scintille dans le noir pour voir clair, ça venait de là en fait. J'avais intégré certaines parties de ça. Donc comme quoi, les lectures qu'on fait plus jeunes, ça nous forge quand même. Hein. Les dieux ne connaissent pas l'amour, à cause de leur refus d'imaginer qu'un de leurs plaisirs s'achève. Leurs passions sont plus tièdes que celles des mortels parce qu'ils peuvent satisfaire tous leurs désirs pour l'éternité. Comment chérir ou attacher une grande valeur à quoi que ce soit dans ce cas? Tout n'est que distraction éphémère pour eux. Quand ils ont fini de s'amuser, ils passent à autre chose, puis encore autre chose, et il en va ainsi jusqu'à la fin des temps. Leurs héros ne connaissent pas l'amour, car pour eux, seul importe ce qu'ils peuvent mesurer. Les montagnes qu'ils font des os de leurs ennemis, le butin qu'ils amassent et les vers illustres qu'ils leur rendent hommage. Leur quête de gloire les aveugle au point d'ignorer les récompenses que seule la vie humaine est capable d'offrir. Cette vie qu'ils écartent d'un revers de main, au motif qu'elle est sans valeur. Ce sont tous des idiots. Dernière lecture de cet été. Je me suis dit, c'est l'été. Qui dit été dit lecture vraiment best-seller, qu'on lit sur la plage, ce genre de choses, qui se passe dans un pays plutôt associé à l'été, à la chaleur. Bref, je me suis dit, c'est le moment de lire L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. C'était pas forcément dans mes priorités parce que j'ai tellement de choses à lire, je lis plutôt de l'imaginaire. Mais j'avais écouté le podcast Adapte-moi si tu peux, que font donc les Victoire et ses amis, que je vous recommande, je vous mets en description, où elle compare un roman à son adaptation, donc il a été adapté en série. Et je dis, ah bah allez, c'est l'occasion, cet été je le sors. Et là, moi qui voulais des personnages féminins complexes, comme je vous disais il y a un instant, bah j'ai été servie avec celui-là. J'ai bien aimé, alors c'est pas un coup de cœur, L'amie prodigieuse, je sais pas si j'ai pas envie de lire la suite dans l'immédiat, si vous voyez. J'ai lu le tome 1, j'ai regardé la saison 1 de la série qui adapte très fidèlement ce tome 1. Et je me dis peut-être l'été prochain, lire la suite, parce que j'ai envie de connaître la suite. Peut-être, ou alors, si j'ai pas le temps, bah je continuerai la suite, mais en série, vous voyez. L'amie prodigieuse, ça se passe à Naples, dans un quartier pauvre de Naples, à la fin des années 50. Et on suit donc deux petites filles italiennes. Donc il y a Elena. Là, Elena, c'est pseudo-autobiographique, en tout cas ça fait croire que c'est ça, puisque Elena Ferrante, en fait, c'est un nom de plume, et on sait pas qui est la personne qui se cache derrière, on sait même pas si c'est vraiment une femme ou un homme, enfin bref. Mais la narratrice de cette histoire-là
s'appelle aussi Léna, mais tout le monde la surnomme Lénou. Et en fait, l'histoire commence, elle a un appel du fils de Lila, donc Lila c'est sa meilleure amie d'enfance, qui l'appelle pour lui dire que Lila a disparu. Donc là, sont une vieille femme et ça va être l'occasion pour Lénou de se replonger en fait dans leur enfance, sur le début de leur amitié, dans ce Naples des années 50. Et donc c'est une quadrilogie, je crois qu'il y a 4 tomes, ou au moins 3, peut-être 4, va suivre en fait toute leur amitié au fil des décennies. Si Lénou est la narratrice, le véritable personnage au centre de l'histoire, la véritable protagoniste, c'est Lila. Donc c'est Raffaella, elle, Lénou l'appelle Lila. Et c'est donc cet enfant qui est présenté au début comme une enfant méchante. Elle a dit qu'elle est méchante, elle est hargneuse, arrogante, elle va même jouer des tours à Lénou au début quand elles deviennent amies, c'est une façon, elle joue avec leurs poupées dans la cour et tout d'un coup Lila va prendre la poupée de Lénou qui est un peu plus jolie que la sienne et l'acheter dans une des caves, c'est la cave de Don Aquilé qui est un peu le parrain de la mafia locale qui décrit comme un ogre et qui terrifie les petites filles. Et donc Lénou va elle aussi jeter la poupée de Lila en bas en équipe et au moment va falloir prendre son courage de main pour aller retrouver les poupées, elles vont se tenir la main et monter ensemble aller voir cet ogre de conte de fées. Et c'est ça qui va les lier en fait. Mais on va suivre en fait ces deux petites filles de l'école primaire. On va découvrir que Lila c'est un peu une génie. Elle savait déjà lire et écrire avant tout le monde, voilà. Et Lénou, qui est une très bonne élève, va développer un peu une sorte de jalousie par rapport à Lila. Puisqu'elle aura toujours l'impression d'être la spectatrice de la vie de Lila et d'être toujours, autant qu'elle fait des efforts, elle travaille tout ça, elle sera toujours un cran derrière Lila. Sauf que Lila, elle est fille de cordonnier, et donc ses parents sont assez pauvres, et quand la maîtresse dit mais c'est un génie, il faut qu'elle continue après l'école primaire, il faut qu'elle aille au collège, sauf que c'est payant, etc. Les parents de Lila, le père surtout refuse, et donc c'est vécu un peu comme un gâchis du talent de cette petite fille, qui va devoir travailler à la cordonnerie avec sa famille. Alors que Lénou, elle, peut continuer l'école, le collège et puis après le lycée et les études. Donc les deux amies vont prendre des chemins qui divergent un peu, mais toujours être liées d'une façon ou d'une autre. Et au fur et à mesure qu'elle en dit, Lila, elle va un peu être un aimant autour des autres personnages vont être attirés par elle, surtout différents garçons. Et il y a ce côté-là, un peu Lénou, elle, qui va s'effacer, qui va jamais être aussi bien que sa meilleure amie. Il y a un côté un peu compétition entre les deux. Par exemple, il y a un garçon qui va venir lui parler, et Lénou croit qu'il s'intéresse à elle, mais en fait c'est un prétexte pour parler à Lila, vous voyez, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, il y a ce côté un peu compétition, mais Lénou reste quand même toujours fidèle à Lila dans l'amitié, c'est toujours Lila avant tout. Et pareil pour Lila en fait, même quand elles vont se distancer, ou d'un moment Lila va toujours revenir avec Lénou. Et il y a cette partie-là... même si Lila paraît arrogante, des fois manipulatrice, elle est fascinante parce qu'elle a un sang-froid mais épatant. Elle va tenir tête aux espèces de Kaira du quartier, elle va tenir tête à son père, à son frère, à une époque très patriarcale. Et elle va avoir toujours quand même une tendresse en fait pour Lénou, en lui disant en gros, mais toi... je suis tellement contente de t'avoir et de t'écouter, d'avoir des conversations avec toi et tout ça. Et au bout d'un moment, tu comprends que l'amie prodigieuse du roman, c'est pas forcément Lila. Parce qu'au bout d'un moment, Lila parle à Lénou de la chance qu'elle a de l'avoir. Et c'est elle qui dit, mais toi, tu es mon amie prodigieuse, en fait. C'est Lénou qui est l'amie prodigieuse de Lila. Et c'est intéressant de ce moment-là de voir comment Lila se développe dans la narration de Lénou, comme cette fille fascinante, insaisissable presque, alors que quand Lila se confie à Lénou, on apprend que peut-être que Lénou est aussi cette fille dans les yeux de Lila, puisque Lénou, elle, peut continuer ses études et sortir de ce quartier de Naples. C'est très fascinant cette relation entre ces deux petites filles qui deviennent adolescentes. Donc sur ça, je suis curieuse de voir comment ça se développe après leur amitié, parce qu'on sait que des années après, une fois adulte et vieille dame, il y a encore ce lien. Et je trouve que ça dépeint de façon très
réaliste, entre guillemets, cette amitié pleine de hauts et de bas, de fascination, de jalousie, mais aussi d'amour, immense pour une amie, en fait, être prêt à tout pour cette personne-là, sans n'avoir rien à redire, je vais la suivre, mais d'un autre côté, je vis dans son ombre, en même temps, je peux pas vivre sans elle, et j'ai besoin d'elle, et elle me manque, et... Ouais, c'est très complexe comme relation, alors je sais pas si c'est une affaire entre un homme, une femme, mais en tout cas, je trouve que cette auteurice décrit très bien l'enfance d'une fillette et la découverte du féminin, la découverte du corps, notamment tout le passage où Lénou a ses premières règles, le passage où son corps se développe et qu'elle va avoir développé ses boutons d'acné, elle va avoir devenir myope donc pour pouvoir porter des lunettes, donc elle complexe par rapport à son corps, elle se trouve hideuse, etc. Et quelqu'un, Lila, lui dit que elle est très belle, etc. Donc ce rapport, cette vision qu'elle a d'elle-même et la vision que peuvent avoir les autres d'autres, j'ai beaucoup aimé. Et il y a toujours aussi ce contexte de ce quartier de Naples, où les petites filles, elles ont vécu là toute leur vie et elles vivent à Naples. Pendant toute leur enfance, elles n'ont jamais vu la mer alors qu'elles vivent à côté de la mer. Parce qu'elles n'ont jamais vu quitter ce quartier, donc c'est la façon dont on décrit l'Italie des années 50, cette Italie pauvre, ce microcosme, ces rivalités en fait entre différents habitants du même quartier, c'est passionnant, et le rapport de classe, parce qu'au bout d'un moment, quand ils vont enfin sortir du quartier et aller dans un plus beau quartier de Naples, ils vont subir des humiliations, ils vont... et ressentir de l'envie, de la jalousie pour les autres jeunes gens de plus huppés, vous voyez. Non, c'est très passionnant comment ce fragment de vie est mis en scène. Et le personnage de Lila est un très beau personnage. Alors je sais, il y a des gens qui peuvent pas la voir, peuvent pas la blairer. Ce qu'elle a particulier, elle a du caractère. Je pense que dans la vraie vie, moi aussi, j'aurais du mal avec elle. Mais d'un autre côté, c'est un personnage féminin très fort, qui a une vie pas facile et qui est bornée, qui a des idées, mais qui est volontaire, ambitieuse, et qui sait ce qu'elle veut et qui fait tout pour l'obtenir. Et qui a une certaine fragilité aussi qui est très, très touchante. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Nous avions 12 ans et nous marchions sans fin dans les rues brûlantes du quartier, au milieu des mouches et de la poussière que les vieux camions soulevaient sur leur passage, comme deux petites vieilles qui font le point sur leur vie pleine de déceptions, en se serrant l'une contre l'autre. Je me disais que personne ne nous comprenait et que nous seuls pouvions nous comprendre. Seule Lila me manquait, Lila qui pourtant ne répondait plus à mes lettres. J'avais peur qu'il ne lui arrive quelque chose, en bien ou en mal, sans que je sois là. C'était une vieille crainte, une crainte qui ne m'était jamais passée. La peur qu'en ratant des fragments de sa vie, la mienne ne perde en intensité et en importance. C'était mes lectures de cet été. Qu'avez-vous lu cet été? Est-ce que vous aussi vous avez lu L'amie prodigieuse ou les autres ouvrages que vous avez présentés dans cette vedette lecture? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on va se retrouver donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et on se retrouve aussi exceptionnellement par dimanche, mais demain, donc le lundi 15 septembre à 10h sur la chaîne, puisque le podcast reprend enfin. Il est toujours disponible sur Spotify, mon podcast à la croisée des plumes. Mais je vais encore le diffuser sur YouTube, puisque de base, cette chaîne-là existait pour rediffuser en fait sur YouTube les épisodes du podcast. Donc je vais continuer. Donc si demain à 10h vous voyez popper une notification de ma chaîne, c'est normal. Il y aura un nouvel épisode du podcast dédié donc aux nouvelles et novellas, tout ce qui va être format court. J'ai Jobel, une amie autrice qui est mon invitée. On en parle pendant 1h30. De toutes les nouvelles qui nous ont marquées dans notre vie de lectrice et celles qu'on a nous-mêmes écrites. J'espère que ça vous plaira. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide vraiment le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent sans s'abonner, alors n'hésitez pas pour me soutenir. Aussi, mettez un commentaire. Allez, on va refaire le jeu de la dernière fois. Mettez un petit soleil, par exemple. Un emoji autour de l'été. Et partagez vos lectures, partagez votre été avec moi, je serais ravie d'en discuter avec vous.
Sur ce, je vais finir ma fleur de thé. Je vous souhaite de bonnes lectures et à la semaine prochaine ou à demain pour les auditeurs du podcast. Bisous!